Il y a quelques temps, j'ai eu l'opportunité d'intervenir chez Build Your Perf, qui sont une communauté de kinésithérapeutes autour de l'endurance. Et on a fait une petite discussion live avec leur communauté et on a parlé essentiellement de fréquence cardiaque. Et donc, dans cette pensée du jour, je vais te passer un extrait de mon intervention chez eux. Il y a deux parties. La première partie, c'est, ils m'ont demandé quel mythe je souhaiterais voir disparaître autour de la fréquence cardiaque. Donc, je te parle de la réponse. Petit indice. Comme tu le sais très certainement si tu me suis depuis un petit moment. Donc ça, c'est la première chose dans la vidéo. La deuxième chose, la deuxième question qu'ils m'ont posée, c'est la place de la variabilité cardiaque dans le suivi d'athlètes, de sportifs. Ses points forts, ses points faibles, quelles sont les choses auxquelles il faut prêter attention dans le cadre du suivi avec la VFC. Donc sans plus attendre, voilà le petit extrait sur le mythe à oublier ou à faire disparaître sur la fréquence cardiaque et également la place de la variabilité cardiaque dans le suivi. J'espère te voir en commentaire pour me dire ce que tu penses. À tout bientôt. Je commence avec la fin. Le mythe que je voudrais voir disparaître, c'est que tes montres, elles te donnent tes zones cardiaques. Ça, je pense que c'est vraiment atroce que les gens y regardent leur montre et que des débutants aient accès à cette information qui déjà est certainement fausse pour la moyenne des gens. Et en plus de ça, qui va complètement les envoyer sur le mauvais chemin en fait. Le nombre le nombre de questions qu'on m'envoie avec Sean, je comprends pas, j'ai fait un footing, j'étais vraiment en aisance respiratoire, pas de brûlure musculaire, mais ma montre elle me dit que je suis en zone 4, j'arrive pas à courir plus lentement, je comprends pas. Et à contrario, ouais, j'essaye de faire de la VO2 max, mais mon cardio il monte pas. Ma montre elle me dit que je suis en zone 3. Est-ce qu'ils sont tout paniqués parce qu'ils pensent qu'ils vont pas avoir les adaptations de VO2 max alors qu'ils étaient à balle, ils étaient au bout de leur vie, ils avaient plus de souffle, rien, et juste parce que la montre leur a dit zone 3, eh ben, ils pensent qu'ils ont raté leur entraînement. Je parle même pas du fait que tu fais une séance qui est productive d'après ton plan d'entraînement, mais ta montre elle a décidé que c'était une séance qui était nulle, et puis elle te dit que ton fitness baisse ou que c'était un échec. Enfin, à mon avis, en fait, c'est la technologie qui est tellement mal utilisée et mal comprise. Au final, on met un outil qui déjà est mal calibré dans des mains de débutants qui ne savent pas l'interpréter. Et ils n'ont rien d'autre comme référence d'entraînement, donc ils se disent ben, j'ai des zones, ça doit être mes zones, je dois m'entraîner là-dessus, c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est ça qui va faire que je progresse ou pas. Et en fait, c'est complètement l'inverse. Ça, pour moi, c'est le plus gros mythe. Ta première question, c'était sur la variabilité de la fréquence cardiaque. La place dans le suivi, elle est, à mon sens, dans la quantification de l'état de fraîcheur, notamment l'état nerveux de manière chronique au quotidien. L'avantage de cette mesure, c'est que, encore une fois, ça va te donner un snapshot, une image chaque jour de l'état du système nerveux, de l'équilibre parasympathique, orthosympathique, pour cette personne. C'est très très important de comprendre que comme la fréquence cardiaque, on ne compare pas entre deux athlètes, parce que ça revient à ta question de tout à l'heure, 140 pour l'un, 140 pour l'autre, c'est complètement différent. Ben, c'est exactement pareil pour la VFC. Donc la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est une mesure qui est cohérente en interne, pour la personne en elle-même, mais pas d'un athlète à l'autre. Donc les meilleurs outils, s'ils sont bien calibrés, maintenant ils le font tous. Et là encore une fois, je vais dire la même chose qu'avant, c'est que la technologie elle avance rapidement et les choses évoluent au niveau des protocoles de mesure, au niveau de... Moi à l'époque je l'ai fait avec l'application qui s'appelle HRV4 Training, HRV4 Training. C'est une appli qui coûtait une dizaine d'euros, je ne suis pas affilié avec eux, que tu achetais une fois et tu pouvais l'utiliser ensuite autant que tu voulais. Et pendant une année, tous les jours, sans faille, j'ai mesuré ma VFC. Et là, encore une fois, très très important, c'est un paramètre physiologique. Avec ça, il faut un questionnaire
qui est un questionnaire très simple sur combien d'heures tu as dormi, quelle était la qualité de ton sommeil, quel était ton état de fraîcheur le matin, est-ce que tu as beaucoup de douleurs musculaires, est-ce que tu es motivé à t'entraîner, est-ce que tu es malade, etc. Et c'est la combinaison de cet aspect physio, la VFC, et de l'aspect perceptif, comment tu te sens en gros, pour faire le plus simple, c'est ça qui va te permettre ensuite de prendre des décisions cohérentes sur tes entraînements. Parce que là, encore une fois, la dérive de la VFC, c'est je regarde ma montre, je regarde ma Whoop, elle me dit que je suis dans le rouge, et ben je m'entraîne pas aujourd'hui. Sans avoir réfléchi à quel est le contexte de sommeil que j'avais, quel type de séance est-ce que je vais faire aujourd'hui et pourquoi. Donc encore une fois, c'est toute une histoire de contexte et savoir comment interpréter ces mesures. Le désavantage, c'est que c'est quelque chose qui est chronophage, non, parce que concrètement, ça prend 2 minutes grand maximum total pour faire la mesure, une des mesures les plus simples qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire, avec l'application, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient les caméras, notamment des iPhones, et je crois qu'ils font pareil avec les Android, à savoir que je sais que pour l'iPhone, le ralenti dans la caméra, c'est 240 images par seconde. Et donc, en plaçant ton doigt sur la caméra et avec le flash qui était allumé, eh ben, ça fait plus ou moins la même chose que ce que ta montre fait en fait. Et ça permettait, et ça je sais qu'ils l'avaient validé à l'époque contre des Polar H10, donc la ceinture, le cardiofréquencemètre, un des plus fiables et un des plus précis aujourd'hui, en tout cas qu'il l'était la dernière fois que j'ai checké, et ils l'avaient validé contre ça. Donc c'était une mesure qui était très très précise au niveau de la variabilité cardiaque, et donc tu mesurais ça pendant 1 minute, tu remplissais ton petit questionnaire, ça prenait 1 minute 30 à tout casser, et tu avais ton indicateur qui était comparé aux data que tu avais collectées les jours d'avant, avec aussi quels entraînements tu avais fait, à savoir que typiquement un entraînement de basse intensité, toute autre chose égale, un entraînement facile va typiquement augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque, et un entraînement très difficile, la fatigue va faire baisser la variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc ça, c'est des variations qu'on peut observer suite à des entraînements et qu'on peut utiliser comme indicateur. Maintenant, tu as les Oura Ring, tu as les Whoop, tu as d'autres bracelets qui mesurent la nuit. Et là encore une fois, c'est des choses qui évoluent parce qu'ils ne mesurent pas tous la même chose, ils ne mesurent pas tous au même moment, ils ont typiquement leurs propres indicateurs. Il y en a qui t'expliquent exactement comment ils calculent leurs indicateurs, d'autres où c'est des algorithmes propriétaires et ils ne te les dévoilent pas forcément, ils te donnent juste un score ou un chiffre et puis il faut juste que tu acceptes qu'ils ont fait leur tambouille derrière pour déterminer si c'était bien ou pas pour toi. Donc après, ça dépend un peu de ton niveau je dirais de nécessité de détail et de volonté de t'impliquer dans l'apprentissage aussi, à savoir que la VFC, c'est pas facile à comprendre. M'étant penché sur le sujet pendant pas mal de temps, il y a plein d'indicateurs différents. Parce qu'en gros, la VFC, c'est simplement la variation d'un battement à l'autre. Si on prend un cœur qui bat à 60 BPM, donc 60 battements par minute, on pourrait se dire qu'il bat exactement une fois par seconde. Eh ben non, en fait. Des fois, c'est 950 millisecondes, des fois, c'est 1047 millisecondes. Donc, ça varie de battement en battement et c'est cette variation qui est mesurée au final. Et c'est pour ça que ça nécessite de la précision dans la mesure. Et c'est ensuite avec en gros, des méthodes d'interprétation ou des méthodes d'analyse de cette variation qui vont te donner le RMSSD, c'est le plus connu de tous et c'est celui qui est typiquement utilisé, mais ensuite tu as le low frequency, le high frequency, il y en a qui vont parler plus du parasympathique, d'autres plus de l'orthosympathique. Je sais que notamment dans le ski de fond français, ils ont beaucoup bossé avec Laurent Schmitt à l'époque, qui était un des tout meilleurs français, si ce n'est le meilleur français sur le sujet, et eux avaient un protocole où ils faisaient 5 minutes couchés, 5 minutes debout, parce que le tonus sympathique est plus important lorsque tu es debout, et eux, ça leur permettait d'avoir des données ultra précises sur leurs athlètes, qui étaient tous des athlètes de haut niveau dans le circuit français en combiné nordique et en ski de fond. Un des défauts de cette précision de protocole, c'est qu'il y en a qui lâchaient parce que 10 minutes tous les matins, tous les jours, ça commençait à faire beaucoup pour certains. Donc, je pense qu'il y a cet entre-deux à trouver. Pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'utiliserais avec quelqu'un qui n'a pas envie de le faire.
Pour moi, ce serait le test d'entrée, on va dire, le plus simple. C'est est-ce que ça t'intéresse de le faire? Est-ce que c'est intéressant pour toi de le faire? Il y a peut-être des situations où on l'utiliserait avec quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé, mais qui en a besoin pour voir en fait l'impact que son rythme de vie a sur sa fraîcheur, sur ses entraînements, etc. Ça peut être intéressant. Mais encore une fois, vu qu'il te faut des datas tous les jours, pendant des périodes prolongées pour vraiment pouvoir en tirer quelque chose, ça demande quand même une certaine implication individuelle. Et à mon sens, toute chose qui va enlever de la motivation à quelqu'un, il faut l'utiliser avec des pincettes parce que les répercussions sur le reste de l'entraînement peuvent ne pas forcément valoir la chandelle.